Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Vous êtes secrétaire général de la FIDH et ce matin, une information est tombée dans les médias. Le général John Tshibangou a été transféré à Kinshasa. Vous confirmez l'information? Oui, je confirme l'information. Quand il avait été arrêté le 29 janvier dernier, nous avions annoncé et informé l'opinion sur son arrestation le 29 janvier donc à Dar es Salaam au moment de sa descente d'avion et au niveau du service de police de frontières. Et il a été amené au quartier général des renseignements militaires où il a été interpellé, interviewé, interrogé. Et voilà que presque une semaine après, il a été, extradé vers la République démocratique du Congo hier, dimanche, presque dans des conditions opaques, où il n'y a pas eu du tout de communication. Et il a été donc extradé hier. Et aujourd'hui, ce matin, il est à Kinshasa, au niveau de renseignements militaires, où nous n'avons pas encore accès à lui. Voilà, je confirme donc l'information. Et est-ce courant ce genre d'extradition des militaires d'un pays à l'autre, ou plus précisément entre la République démocratique du Congo et ses voisins? Il n'y a pas un accord d'extradition qui existe entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Et bon, on a entendu le ministre de la Défense du régime, du gouvernement illégitime et illégal de Kinshasa, prétexter que voilà, il y a la coopération militaire. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont demandé aux autorités tanzaniennes de procéder à l'extradition du lieutenant-général John Tshibangou. Alors tout ça, ça démontre qu'en Afrique, nous avons encore un sérieux problème de respect des accords, de respect des engagements. Et bon, vraiment, on extrade qui on veut et quand on veut, selon le rapport qu'il y a entre les deux pays. Tous nous savons que le président Kabila, qui est devenu illégitime et illégal, puisqu'il n'y a aucun texte qui fonde son pouvoir, et a des entrées, a des relations très personnelles et presque c'est sa deuxième nation, la Tanzanie. Et il y a même des informations qui circulent qu'il aurait la nationalité tanzanienne. Il a investi dans ces pays, il a construit dans ces pays. Alors sur le plan sécuritaire, ça ne devrait pas lui poser de problème pour avoir la peau, si vous voulez, du lieutenant-général John Tshibangou. Et selon vos informations, qu'est-ce qui lui est reproché? Évidemment, on n'a pas encore accès au dossier, puisqu'il faut souligner que depuis son arrestation en Tanzanie, les proches de John Tshibangou et ses avocats n'ont pas eu accès à lui pour savoir exactement ce qu'on lui reproche. Même pas les organismes internationaux de bienfaisance, si vous voulez, humanitaires tels que la Croix Rouge n'a eu accès à lui. Et on l'a gardé dans des conditions que personne ne pouvait s'approcher du dossier et essayer de comprendre ce qu'on lui reproche. Mais nous savons que 10 jours avant, M. John Tshibangou avait, largué sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il donnait un ultimatum au régime en place à Kinshasa de pouvoir déposer. Le président Kabila devrait déposer en dehors de 45 jours, sinon il marcherait sur Kinshasa et prendrait par la force, si vous voulez, ferait partir Kabila par les armes. Bien que nous, à la FIDH, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme,
nous désapprouvons toute pratique de recours aux armes et à la violence pour prendre le pouvoir et se maintenir. Là, on doit souligner, se maintenir au pouvoir, se maintenir au pouvoir par les armes et les violences et les violations des droits de l'homme telles que ce qui se passe actuellement, où pratiquement la Constitution a été violée, même le petit accord de la Saint-Sylvestre qui accordait un délai d'une année a été encore violé, et nous avons affaire à un gouvernement, à un groupe d'individus qui se maintiennent par les armes et les violences. Vous n'avez qu'à vous référer à la dernière répression de manifestations pacifiques du 21 janvier dernier dans des églises, et également la répression qu'il y a eu le 31 décembre, de la répression sanglante sur les manifestants pacifiques, les chrétiens, et pour vous rendre compte que c'est un régime qui veut absolument s'accrocher par les armes et par la force. Voilà pourquoi nous condamnons cette pratique aussi bien de la prise du pouvoir par la force, par les armes, que son maintien par la force, par les armes. Alors voilà, malheureusement, faute de tout cela, nous constatons aussi que M. Tshibangou, le lieutenant-général Tshibangou, c'est un officier qui a travaillé dans l'armée avec M. Kabila et qui, à un moment donné, a eu des démêlés avec ce régime, avec M. Kabila, et finalement, il a dû déserter l'armée, et donc jusqu'à menacer, comme on l'a vu dans la vidéo qui a circulé, à menacer Kabila et son régime, les menacer avec des armes, bien sûr. Mais nous nous demandons, est-ce que réellement Tshibangou a eu à utiliser, à exécuter toutes ces menaces? C'est une question de fond qu'il faut aborder. Mais nous regrettons le fait qu'un type pareil soit extradé sans que notre demande au départ, y compris aussi la demande de sa famille, que les autorités tanzaniennes ne tombent pas sous ces pièges-là, puisque aujourd'hui, l'intégrité morale et physique de ce lieutenant-général est exposée. On risque même de l'éliminer physiquement, puisque Tshibangou a travaillé, nous le savons bien, a travaillé en Ouganda et dans nos frontières avec des officiers tels que le général Mundos, qui aujourd'hui est sanctionné par le Conseil de sécurité. Et là, ils en savent un peu trop sur le massacre qui ont été commis, qui sont commis et qui continuent à être commis dans l'Ituri, à Béni, un peu partout. Voilà pourquoi nous disons qu'une telle personne ne devrait pas être exposée et renvoyée dans son pays au risque de sa vie. Mais ce que nous pouvons demander pour le moment, c'est que la Tanzanie, les autorités tanzaniennes communiquent sur cette extradition, ilco presto, sur le champ, qu'ils n'attendent pas, et que Kinshasa puisse montrer publiquement Tshibangou à la presse, aux organisations des droits de l'homme, ainsi que aux organisations, si vous voulez, comme la Croix-Rouge, et que l'on sache il jouit de ses droits le plus élémentaire, et qu'il est gardé ou maintenu dans des conditions acceptables, des conditions humaines, et que s'il faut un procès, qu'il jouisse de tous ses droits et qu'il bénéficie d'un procès équitable. Mais tel que nous connaissons comment cette justice congolaise est une justice qui n'est pas indépendante,
qui est, si vous voulez, utilisé par le régime afin de neutraliser toute voix dissidente, tous les opposants, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les journalistes indépendants, etc. Nous ne sommes pas sûrs que M. Tshibangou va bénéficier d'un procès équitable et que la justice puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Voilà toute la crainte que nous avons, mais nous sommes saisis, nous allons suivre. Nous allons suivre. Et puis, en tant qu'originaire de ce pays-là, de la RDC, je suis quand même étonné que le régime de M. Kabila a toujours démontré d'un empressement, d'une agitation qui démontre que, voilà, lorsque il s'agit d'une personne qui n'est pas vraiment dans les jurons du pouvoir, qui n'a pas vraiment de problème d'identité avéré, ces personnes sont poursuivies et on demande vite leur extradition par Kinshasa. C'est le cas, par exemple. Oui, j'allais vous poser la question à propos du général Mounene. Qu'est-ce que vous en savez? Oui. Ben, le général Mounene est là, et il a quitté le pays, il a fui le pays puisqu'il n'était pas d'accord, apparemment, avec la politique mise en place par M. Kabila. Il a quitté, il a été bloqué, il a demandé l'asile au Congo-Brazzaville. Et les autorités de ce pays l'ont carrément et simplement gardé jusqu'à ce jour pendant de très longues années. Et il a dû, sentant que quelque chose s'est tramé autour de lui, il a dû fuir au Gabon. Et une fois arrivé au Gabon, à Libreville, Kinshasa a vite fait de demander aux autorités gabonaises de l'extrader vers la RDC. Mais le Gabon a dû le retourner vers le Congo-Brazzaville, où il est présentement sous surveillance, sous presque une détention organisée par les autorités congolaises. Alors, voyez comment Kinshasa s'était empressé pour demander son extradition, l'extradition de Mounene. Et nous pouvons citer encore un autre cas, des compatriotes des originaires congolais, le colonel Freddy Libeba, que les autorités centrafricaines avaient arrêté à Bangui. Ils étaient deux. Freddy et son collègue Michiabou, je crois. On les a arrêtés. Et Kinshasa a tout fait et mené des démarches pour que ces deux Congolais soient extradés le plus rapidement possible au Congo-Kinshasa. Et évidemment, la FIDH était informée. Elle a dû s'opposer à l'extradition de ces deux messieurs, ces deux officiers qui avaient déserté eux aussi et qui étaient d'ailleurs avec M. John Tshibangou ensemble, mais ils se sont séparés. Chacun menait ses actions séparément de l'autre. Ils ont demandé cette extradition, mais en RDC même, avec les tristement célèbres violations, des crimes, des massacres des populations qui sont commis à l'est du pays, dans l'Ituri vu au sens large du mot, à l'est du pays, il y a eu quand même des noms qui sont cités, des officiers militaires, tels que Jules Moutebouzi, qui aujourd'hui se la coule très tranquillement. Oui, à propos de Jules Moutebouzi et même de Kunda Batouare, est-ce que et Makenga. Oui, Makenga, à votre connaissance, le régime de M. Kabila s'empresse pour demander leur extradition? Pas du tout. Mais ces gens-là, nous avons même des informations. Ils traversent librement la frontière pour venir se promener sur le territoire RDC. La MONUSCO le sait très bien, l'ONU le sait très bien, etc. Mais Kinshasa ne s'est jamais empressé pour demander aux pays hôtes de leur extrader ces gens-là dont on connaît les opérations qui ont conduit, qui ont mené au massacre des populations congolaises. Et M. Paul Sapou, à votre avis, pourquoi cette situation de deux poids, deux mesures alors? Évidemment, c'est une
situation très complexe où pratiquement vous avez des institutions très affaiblies et avec des animateurs à la tête de ces institutions qui ne peuvent pas décider du sort, indépendamment des autres pays et des autres milieux, du sort et de l'avenir de la République démocratique du Congo et sa population. Vous avez un président qui est venu au pouvoir par la voie que l'on connaît. On sait très bien que le président Kabila a travaillé avec, dans l'armée rwandaise avec le président Paul Kagame, James Kabarebe et consorts. Vous savez tout ça, les accointances, les affinités politiques et même, il y en a qui disent même des affinités qui touchent aux identités de certaines personnes qui ont accompagné les mouvements, les soi-disant mouvements de libération avec l'AFDEL. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des généraux qui sont pratiquement d'origine étrangère à la tête de l'organisation militaire dans notre pays, à la tête de l'armée, etc. Vous avez toute une série de généraux qui ne sont pas vraiment de gens à problème sur le plan de leur identité, sur le plan de leur nationalité et autres. Malheureusement, c'est ce que nous constatons actuellement. Et vous verrez par exemple qu'à partir de ce moment-là, nous avons un président qui a un penchant et qui ne s'occupe pas du tout des véritables problèmes de son pays. Aujourd'hui, nous avons un pays complètement par terre, où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas du travail, où la ville, comme la ville de Kinshasa, c'est une ville détruite, avec des ordures, une ville, on me dit, qui sent. Vous sentez que l'État a démissionné. Vous sentez qu'ils sont là seulement à exploiter les minéraux, à se gonfler les poches, à faire fuir, si vous voulez, les capitaux de toutes ces rentes dans des paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, nous avons un bilan très très négatif, puisqu'au départ, on a eu un président qui n'a pas vraiment l'amour et surtout les compétences nécessaires, enfin, de bien gérer ce pays, l'amener au développement tant espéré par la population congolaise. Le bilan est catastrophique de ce régime qui a un bilan catastrophique dominé par des crimes de tous ordres, les crimes économiques, les crimes sur le plan de droits, si vous voulez, socio-économiques et des droits civils et politiques. Aujourd'hui, nous avons vraiment une crise multidimensionnelle qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Aujourd'hui, je dois vous avouer, nous qui œuvrons un peu dans les institutions internationales, et certains acteurs, beaucoup d'acteurs même internationaux, pensent que vraiment on a touché les fonds. On a touché les fonds en RDC, où vous avez des milices qui vont attaquer même des paisibles manifestants, des paisibles chrétiens dans leur lieu de recueillement. Bien, merci beaucoup. Voilà, il y a tout ça, etc. Merci beaucoup, M. Paul Sappo. Avec vous, vous avez tellement d'informations à nous donner qu'une seule émission ne suffirait pas. Nous vous remercions pour toutes les informations que vous nous avez données par rapport à John Tshibangou, par rapport aux autres qui ne sont pas menacés, par rapport au général Munene qu'on a remis au Congo-Brazza. Mais nous profitons de votre présence parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vous avoir pour vite effleurer l'actualité nationale en ce moment. Et en cette situation d'illégitimité, d'illégalité, où ceux qui sont au pouvoir, même quand ils signent, en réalité, ça ne peut plus engager le peuple congolais, qu'est-ce que vous entrevoyez comme action? Sur quoi est-ce qu'on devrait finalement maintenant s'appuyer pour qu'on sorte un peu de l'obscurité? Bon, vu le taux très avancé, le taux de criminalité et de l'impunité
qui a créé tous les décors, tous les records, je vais dire, acceptables dans ces domaines, l'impunité, la criminalité, il faudrait que les Congolais se prennent en charge. Concrètement. Concrètement, il faut appuyer toutes les actions pacifiques de l'heure et ceux qui vont venir, qui vont suivre, notamment les appels, les marches, les actions qui sont, disons, organisées par les comités de coordination, les comités plutôt laïques de coordination à Kinshasa. Et également d'autres manifestations, par exemple, que prône la diaspora, la communauté congolaise de l'extérieur. Je suis heureux de constater que Antenne Monde, société civile, a lancé un projet sur sa page Facebook, un projet de lettres qui motive, qui raconte tout ce que nous vivons actuellement en termes de crise, de cette crise d'illégalité et de légitimité dans laquelle nous sommes enfoncés actuellement, de par le fait de l'échec de M. Joseph Kabila et toute sa bande. Ce projet aimerait que chaque Congolais vivant à l'extérieur, là où il est, qu'ils prennent cette lettre-là, ensemble, qu'ils signent, qu'ils aillent avec cette lettre faire du plaidoyer, du lobbying auprès des animateurs, des institutions de pays hôtes et des organismes bilatéraux et multilatéraux partout, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Washington, à New York, un peu partout, pour ne citer que ces exemples-là. Alors il faudrait qu'on sente que les Congolais vivant à l'extérieur sont en train d'expliquer correctement leur situation, qu'ils intensifient ce genre d'activité pour créer de pans de solidarité avec le peuple du Nord. Et à partir de ce moment-là, ces Congolais doivent demander de ne plus reconnaître le régime illégal et les régimes illégal et illégitimes qui se cramponnent au pouvoir. À partir de ce moment-là, je crois que Kinshasa aurait un morceau très dur et de lampistes, comme on en a vu les Atundu et les autres qui sont venus, les Mende qui sont allés raconter de la salade. Et vous avez vu ça avec son interview là en anglais, où il dit, toute honte bu, on n'a tué personne dans ces marches-là. Mais mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Nous sommes avec des acteurs politiques qui ont touché vraiment le fond du trou, etc., qui ont ramené vraiment à plusieurs siècles le développement de notre pays. Merci bien, Monsieur Paul Sapou. Nous vous rappelons, chers amis lecteurs, téléspectateurs, que nous recevions Monsieur Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, pour nous parler principalement de l'arrestation de John Tchibangu, pour nous parler aussi des démêlés du général Mounene et des actions que nous, qui vivons à l'étranger, devrions faire. Et nous vous rappelons qu'il y a effectivement cette lettre-là que chacun où il est devrait se constituer en groupe, aller déposer dans les institutions de son pays. Et enfin, pour terminer, il y a un élément tout aussi important. Bientôt, il y aura les 20 ans de la CPI, la Cour pénale internationale. Et notre pays qui fournit quand même du gibier à cette cour ne devrait pas rester indifférente. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, tout à fait. Et beaucoup même de choses qui sont prévues en termes de sanctions ciblées. Vous avez appris ce qui advient et ce qui va encore advenir à toutes ces personnes qui sont tapis dans ces régimes et qui bloquent l'évolution vers un état de droit, vers la démocratie et qui s'adonnent aux crimes et aux violations graves des droits de l'homme. Toutes ces personnes, ces auteurs de toutes ces souffrances devraient tous payer un jour ou un autre. Donc pour cela, nous comptons actuellement sur la justice pénale internationale. Mais ça traîne, M. Paul Sapou. Oui, tout à fait. La justice prend son temps. Après des enquêtes, il y a alors un niveau vers lequel on passe. Et ce niveau-là n'est plus loin. Voilà, par exemple,
avec tout ce qui s'est passé dans les provinces du Kasaï, où nous avons mené une enquête, la moisson a été abondante pour alimenter des procès, l'enquête et des procès de la Cour pénale internationale, pour qu'enfin cette Cour pénale internationale se saisisse de cette situation et enquête et mène des enquêtes et des actions d'arrestation, si vous voulez, de tous ces auteurs, de toutes ces souffrances infligées au peuple congolais. Et là, déjà, j'apprécie l'initiative des Congolais qui aimeraient, qui vont aller plutôt le 16 février, ce 16 février, à La Haye. Ils ont obtenu l'autorisation aller à La Haye pour un sit-in et pour faire voir aux invités de la Cour pénale internationale qui viennent dans le cadre des festivités de 20 ans d'existence de cette CPI, qui viennent là, qui seront à La Haye, pour leur faire voir que quelque part sur ce globe, il y a la RDC qui est une situation, un cas qui pèse sur la conscience de l'humanité, sur la conscience de la communauté internationale. Alors, ça sera une action à la fois sociopolitique pour dire il faut que la CPI se penche vite sur la situation de la RDC, puisqu'on a affaire à un État qui utilise des moyens, les actes, qui posent des actes de terrorisme d'État en direction sur les comptes, si vous voulez, sur les comptes de sa population. Alors, il faudrait que ce jour-là, la diaspora puisse se mobiliser pour aller à cette activité, et puisque les autorités de la CPI vont recevoir un mémorandum. Mais après, les organisations des droits de l'homme, avec tout ce qu'elles ont comme dossier, vont alors saisir la CPI, et la CPI pour des actions, des informations qui doivent aider cette CPI à ouvrir vraiment des procès, à ouvrir des enquêtes et des procès pour lesquels les populations congolaises sont massacrées tous les jours pratiquement. Voilà quelque chose, saisir cette justice pénale internationale, puisque chez nous, au Congo, Kinshasa, en RDC, il n'y a pas de justice. Cette justice n'est pas indépendante, elle est au service du dictateur sanguinaire qui est en place pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que nous recevions pour cet entretien Monsieur Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH. Et donc, nous terminons sur cet élément de la CPI et nous rappelons le rendez-vous. Vous serez aussi à ce jour-là à La Haye. Bon, écoutez, j'y serai en esprit et physiquement. Et même si nos profondeurs, ceux qui nous souhaitent la mort, on les connaît, à Kinshasa, peuvent s'organiser, mais nous allons les désorganiser. Je serai à la CPI et à toutes les occasions, je serai dans tous ces grands forats où l'on parlera du dossier de la RDC. Et je vous dis, même ce qui vient d'être fait, la réinstallation de John Numbi, excusez-moi de vous en toucher un mot, la réinstallation de John Numbi à Kinshasa, avec des fonctions qu'on ne veut pas nous présenter au public, qui a rétroqué l'uniforme d'officier supérieur de l'armée de l'air, etc., avec un grade qui n'a jamais été accordé à ces corps-là de l'armée. Et on a vite compris que c'est en fonction de quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou. Merci beaucoup, chers amis lecteurs et téléspectateurs de l'Info en ligne de Congolais de Belgique. C'était l'entretien aujourd'hui avec Monsieur Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH. Encore une fois, merci à vous, Monsieur Paul, et à la prochaine. Merci, Cheikh Fita, et félicitations pour tout le travail que vous faites pour sensibiliser l'opinion.